Je m'appelle Edgar Mohamed, je suis un enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Troyes. Mes activités de recherche portent sur l'étude des alliages en couche mince par technique PVD. Et pratiquement, ça fait 4 ans que je travaille sur les alliages d'entropie. Donc, j'ai pas l'expérience de Anna, mais donc ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. C'est juste si tu permets, Anna, donc d'enlever la présentation et donc je vais partager mon écran. Voilà, merci. Vous voyez mon écran? Parfait, C'est très super. bien. OK. Donc, ma présentation sera, comme je viens de le dire, sur les alliages en entropie, donc en couche mince par la pulvérisation cathodique magnétron. Donc, au début, je vais commencer par une brève introduction sur les alliages en entropie. Merci Anna, elle a donné assez d'informations concernant le développement de ce type d'alliage. Et par la suite, je vais présenter donc une étude que nous avons réalisée au sein de notre laboratoire sur ce type d'alliage-là en couche mince. Nous avons étudié 2 compositions et ce qui nous intéresse, c'est d'étudier l'effet d'azote sur plusieurs propriétés. Donc, soit la morphologie, soit carrément la structure cristallographique et aussi les propriétés mécaniques. À la fin, je terminerai par l'étude de l'oxydation à haute température et ensuite, donc, je ferai une conclusion et perspective. Donc, il faut savoir, la nouvelle technologie, surtout dans le monde actuel, exige des performances très élevées. Donc, pour ce faire, donc les matériaux qui possèdent des propriétés bien améliorées sont constamment nécessaires, notamment si on a des équipements qui fonctionnent sous des conditions extrêmes. À titre d'exemple, je présente ici les différentes turbines qui fonctionnent dans des environnements différents, surtout les réacteurs d'avion, plutôt dans des centrales nucléaires. Et pour ceci, donc voilà, afin de répondre à ces besoins, donc le développement des matériaux est passé par plusieurs étapes. Donc nous avons commencé par l'utilisation des métaux. Ensuite, il y avait le développement des alliages traditionnels, 2 éléments principaux. Après, donc c'est des alliages conventionnels, donc c'est 3 éléments ou 4. Et actuellement, donc nous parlons de développement des alliages multi-éléments principaux. Donc pour ces alliages-là, donc 2 publications ont été publiées en 2004, donc par 2 équipes de recherche. Donc l'équipe, la première, elle est dirigée par le professeur Cantor et la deuxième, c'est par le professeur Yeh. Donc certainement, l'alliage Cantor a été inventé en 1900, plutôt découvert en 1985, mais la publication donc est arrivée en 2004 avec l'alliage de Yeh. Ces alliages-là, donc, ils ont pris le nom des alliages à haute entropie qui a été défini aussi par ANAT. Ils sont constitués de moins de 5 éléments avec une composition soit équi ou quasi-équiatomique, donc ce qui conduit à la formation des solutions solides. Donc, et depuis 2004, il y a des travaux intensifs réellement sur ce type d'alliage-là. Et il s'est avéré que certains alliages, pas tous, possèdent des propriétés physico-chimiques de manière générale très intéressantes et peuvent remplacer des alliages conventionnels. À titre d'exemple, je vais vous montrer ici quelques exemples, notamment donc, à gauche, c'est pour les alliages en massif. Donc, en haut, tension de ces paramètres. Vu que le courant et la tension faible, ça signifie que la résistance à la corrosion est très élevée. On le voit qu'il y a un équipement montre qui résiste mieux à la corrosion. Donc, soit le milieu salat, soit le milieu mécanique, ce que vous voyez à gauche pour le massif, donc on présente la limite d'élasticité. On regarde pour tous les alliages conventionnels, il est autour de 400 mégapascales, elle reste jusqu'à 1000-1200 Kelvin. Par contre, il y a 2 alliages à haute entropie qui sortent du lot, donc les 2 qui sont avant le dernier. Donc, ils sont constitués de molybdène, niobium, tantal, tungstène et aussi molybdène, niobium, tantal, vanadium, tungstène. On voit clairement que la limite d'élasticité est autour de 400, mais il va jusqu'à 2000 Kelvin. Si on prend le cas des alliages à haute entropie en couche mince, on constate clairement ici pour la résistance à la corrosion, ce qui est présenté en jaune en bas à droite, donc qui présente les alliages en couche mince, ils ont un courant et une tension de corrosion plus faible que celle des alliages à haute entropie en massif. Donc, ils peuvent être utilisés comme ce faute de revêtement ou des couches protectrices afin d'augmenter la durée de vie des matériaux.
Donc, en bas à droite, je présente la dureté des nitrures d'un des alliages à haute entropie en couche mince et on voit clairement qu'on peut atteindre des valeurs très élevées au niveau de la dureté et ça, donc, ils peuvent aider à développer des applications, notamment un revêtement pour les outils de coupe et finalement augmenter leur durée de vie. Concernant les activités que nous avons fait au sein de notre laboratoire, donc nous travaillons sur 2 compositions parce que nous avons 2 sujets de thèse. Donc, la première composition, elle contient tungstène, titane, tantal, zirconium et hafnium, et on travaille avec des nitrures. Et la deuxième, à la place de tungstène, nous avons l'aluminium. Donc, pourquoi j'ai choisi ces 2 compositions? Parce que déjà, donc, ils n'ont été jamais publiés jusqu'à maintenant. Bon, on a déjà commencé quelques articles dans la littérature. Et deuxièmement, l'objectif du premier, c'est de développer des alliages réfractaires donc, qui doivent résister à l'oxydation. Anna, il a parlé de cette problématique, donc c'est un défi. Et la deuxième composition, c'est dans un cadre d'une collaboration avec le CEA, et c'est pour développer dans le milieu. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, comment réalisons notre film? Notre film plutôt, donc, plusieurs. Son principe très simple. Donc, on a une chambre sous vide dans laquelle on va introduire l'argon. Donc, on a une cible juste, voilà, en bas, en face des échantillons. On fait passer un courant dans la cible. On va ioniser l'argon qui va devenir AR+. Et vu que la cible est branchée sur une cathode, donc ils vont être attirés par ces ions-là. Et à cause de leur énergie cinétique, ils vont arracher la matière. Finalement, on va conduire à la pulvérisation de l'élément de la cible. Pourquoi magnétron? Parce que nous avons des aimants en dessous de la cathode. Vous les voyez clairement avec le pôle nord, par exemple, au centre de la cible et sur les bords sud, pôle sud. Pourquoi? Parce que on va créer un champ magnétique et ce champ magnétique il va confiner les électrons proches de la cible, ce qui va augmenter donc l'ionisation d'argon. Si on a plus d'argon, on va arracher plus de matière. Donc, autrement dit, magnétron, ça signifie augmentation du taux de pulvérisation de l'élément. Cette technique, bien sûr, a des avantages comme des inconvénients. C'est pratiquement la même chose pour les autres techniques. Parmi les avantages, on peut reproduire la stéchiométrie de la cible. On peut trouver pratiquement le même pourcentage atomique sur le film. Deuxièmement, on a une vitesse de refroidissement très élevée, 10 à la puissance 9 Kelvin par seconde. Ça veut dire qu'on peut obtenir l'échantillon après le dépôt, tout simplement. Et aussi, donc, on peut travailler dans des milieux réactifs, surtout si on veut introduire des gaz pour former des céramiques, notamment des nitrures, des oxydes et des carburants. L'inconvénient, c'est que ces paramètres, il faut les maîtriser de dépôt d'une manière générale. Si on prend juste l'exemple de débit de gaz, s'il y a juste une petite variation, ça va conduire à un changement radical de la microstructure. Et si on parle du changement de la microstructure, cela signifie changement des propriétés physico-chimiques de manière générale. Concernant les paramètres de dépôt, bon, la machine elle est juste en face de vous en haut à droite. Donc c'est un DP 650, c'est type Alliance. Il est constitué d'une chambre que vous voyez ici. Donc voilà, en haut, on a 4 cathodes. On peut mettre 4 cibles comme on peut mettre juste une cible composite comme le cas des HEA. Et en bas, on a une galette sur un support. Donc, on peut travailler soit en mode rotation autour des 4 cibles, soit en mode balayage autour d'une cible, donc avec un angle, soit carrément en mode statique, juste en face d'une cible. Donc, nous avons appliqué 1 ampère sur la cible et nous travaillons donc à une pression de 0,9 Pascal. Et nous avons donc changé le flux d'azote que nous introduisons dans la cible. L'objectif, comme j'ai dit, donc, c'est d'étudier l'effet d'azote sur les différentes propriétés de type des alliages. Avant de présenter les résultats, nous avons analysé le plasma donc, par la spectroscopie d'émission optique, afin de mieux comprendre la nitruration de la cible. Et comme vous voyez ici, donc, en haut à gauche, donc, nous avons M, c'est le mode métallique, c'est en absence d'azote, on est en train de pulvériser juste notre cible qui constitue de 5 éléments métaux. Et après, dès qu'on commence à réduire l'azote, nous avons une augmentation de la tension parce que la cible est sensible à la présence d'azote. Donc, nous commençons à former des nitrures. C'est pour cela qu'on a une augmentation de cette tension. Et lorsqu'on atteint à la formation, à l'empoisonnement, ce qu'on appelle un phénomène d'empoisonnement total de la cible, il n'y a que les nitrures qui sont formés. On voit clairement que la tension de polarisation reste stable. Donc, nous avons analysé le rapport des pics
des éléments, il manque juste l'arsénium pour cette composition par rapport au pic de l'argon, de gaz que nous avons introduit. On constate ici sur la partie, donc la composition métallique, on a des rapports très élevés, on a juste des métaux qui sont pulvérisés, qui sont déposés sur le substrat. Par contre, dès qu'on commence à introduire l'azote, on a formation des nitrures, on voit clairement la diminution de ces rapports, et après, donc, ce qu'on est en train de déposer sur les substrats, c'est des nitrures. Donc, au lieu d'étudier tous les points en fonction d'azote, nous avons choisi 5 à 0%, là où il n'y a pas d'azote, après 5% dans le milieu de transition, et après, donc, deux autres à 9% et 17% et 30% de flux d'azote. Donc, ici, je vous présente les résultats de la composition chimique de ces différents films que nous avons élaborés par la technique de pulvérisation cathodique magnétron. Ces films ont été analysés par la sonde Castin. Donc, voilà, on a évité l'utilisation de l'EDS sur le MEB afin de mieux préciser la teneur d'azote. Vous voyez clairement, donc, la composition métallique où on n'a pas d'azote reproduit ce qu'on a dans la cible, pratiquement on trouve les mêmes pourcentages atomiques. Alors, dès qu'on commence à introduire l'azote, donc on a une diminution de ce pourcentage atomique des éléments métalliques et après on a l'augmentation de la teneur d'azote et après jusqu'à la stabilisation, le moment où on a empoisonné totalement notre cible. Donc, nous avons aussi analysé ces films-là par la diffraction des rayons X afin d'étudier la structure cristallographique. Et nous avons les diffractogrammes des 5 films. Vous voyez sans azote ici à Rn égale 0, donc on a la formation d'une structure amorphe. Pourquoi? Parce que notre composition est constituée d'éléments qui ont des rayons atomiques différents. Donc finalement, on a une formation de structure amorphe à R égale 0. Par contre, dès que nous introduisons donc l'azote, on voit clairement qu'on a favorisé la formation d'une solution solide. Vous voyez ici à 5%. Donc, on a un seul pic 1,1,1 et l'autre pic 2,0,0. Il est bien texturé. Chaque fois en augmentant l'azote, donc à 9%, on voit pratiquement c'est la même structure cristallographique. C'est une cubique à face centrée qui est formée. Et donc, jusqu'à 17%, c'est la même structure cristallographique, sauf maintenant on voit que c'est les pics de 0,0 qui apparaissent plus intenses que le pic 1,1. Et dès qu'on est arrivé à 29%, on voit l'inverse, c'est les pics 1,1. En fait, ce phénomène-là, donc ce qu'on appelle la croissance préférentielle, est connu pour les nitrures des éléments standards. Ici, à titre d'exemple, donc je vous présente juste une courbe juste à droite, et c'est un résultat de l'énergie de bombardement des particules. En fait, c'est une compétition entre l'énergie de surface et la vitesse de croissance. Ce que vous voyez ici, donc, sur ce graphe à droite, lorsqu'on a l'énergie des adatomes, elle est très faible, ce qu'on favorise, on ferait juste la croissance verticale de ces particules sur la surface, vu qu'on a l'échantillon en face de la cible. Par contre, dès qu'on commence à injecter plus d'azote, on augmente l'énergie de bombardement. Finalement, la mobilité des adatomes sur la surface est plus grande. Il va conduire à la formation des plans qui ont une énergie de surface plus faible. Et dans le cas des nitrures, c'est 2,0,0. Et ne continue aussi à augmenter donc, le flux d'azote, ce qui va continuer à empoisonner, plutôt va conduire à l'empoisonnement total de la cible. Et finalement, dans le plasma, on va voir des molécules soit d'azote, soit carrément des nitrures qui sont lourds. Donc, pour se déplacer sur la surface, ça va être difficile. C'est pour cela que ça favorise la croissance verticale. Et dans ce cas, donc on revient dans le développement des pics 1,1. L'étude de la morphologie de ces alliages, on l'a fait par le MEB, bien sûr, pour mieux comprendre la croissance de ce type de films. Et vous voyez clairement, donc, en absence d'azote, on a une structure vitreuse, c'est des verres métalliques, c'est une structure amorphe qu'on voit sur la tranche de l'échantillon. Par contre, dès qu'on introduit l'azote, on a une formation d'une structure colonnaire de 5 à 29%. Ce qui change d'une image à l'autre, d'un pourcentage d'azote à l'autre, ce que vous voyez, c'est l'épaisseur des colonnes. Donc, il commence à augmenter clairement sur les images en bas de G à J. Donc, vous voyez, donc la tête des colonnes commence à augmenter et après, il y a une densification de ce type de film. Donc, la densification va jouer un rôle très important sur les autres propriétés, comme on va voir ici pour les propriétés mécaniques. Donc, à gauche, je vous présente la dureté, donc en fonction du flux d'azote. On voit clairement que le film métallique, donc, il a une dureté autour de 8 gigapascal. Par contre, dès qu'on a augmenté donc l'azote, on voit donc commence à augmenter et on atteint une valeur maximale autour de 28 gigapascal, bon, proche de 30. Et il a été obtenu pour le film qui a causé 9%
flux d'azote. Et par la suite, on a une diminution de cette dureté. Donc, l'amélioration de la dureté, bien sûr, vient du fait qu'on crée à la formation de la liaison métal-nitrure, qui commence à durcir l'échantillon. Et aussi, donc, il faut savoir que la dureté donc, est inversement proportionnelle à la taille des cristallites, mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a un effet de Hall-Petch. Ce qui se passe, et on voit clairement, donc, plus que diminue, ça va augmenter la densité des joints de grains qui vont bloquer la dislocation. Donc, c'est un durcissement. Donc, c'est pour cela qu'on a l'amélioration de la dureté. Mais par contre, en passant par un seuil, donc au niveau des tailles des grains, donc ces dislocations vont passer par glissement et ça va fragiliser l'échantillon. C'est pour cela qu'on a une diminution de ses propriétés mécaniques. Je présente également donc la constante de la maille, plutôt le paramètre de la maille A, et on voit donc il commence à augmenter dès qu'on commence à augmenter l'azote, donc ça conduit donc dès qu'on introduit l'azote à l'intérieur de la maille, donc c'est une extension qui se passe. Et par contre dès qu'on arrive à 17% et jusqu'à 29%, on voit une diminution. Donc, ceci, comme vous le rappelez sur la diffraction des rayons X, on avait une croissance préférentielle. Ça peut, on soupçonne qu'il y a un changement de microstructure. Peut-être on tend vers l'amorphisation de notre film. C'est pour cela donc le paramètre de maille, il change. Maintenant, je suis arrivé à la partie de l'oxydation. Donc, c'était ça l'objectif de la présentation. Et là, donc, j'ai l'étudiant qui a fait donc trois types d'expériences. On fait trois types de températures. Il y a 600, 700 et 800 degrés. Donc, pratiquement, ce qu'on voit ici, c'est une variation parabolique pour le gain de masse en fonction du temps d'oxydation. Je vais prendre juste l'exemple. Donc, pour 600 et 700, c'est pratiquement la même chose. Je prends l'exemple de 800. Vous voyez clairement ici. Donc, ce qu'on constate, c'est que les nitrures, ils ont un gain de masse plus faible par rapport au film métallique, ce qui signifie que même qu'il résiste mieux à l'oxydation. L'oxydation a été réalisée donc par un mode statique, donc on monte le four par l'ATG, on monte le four jusqu'à 800 degrés et après on monte l'oxygène, il y a 20% d'azote et après on attend un certain temps, c'était l'étude qui était réalisée, c'est pour 1 heure et après donc on refait l'échantillon. Donc, vous voyez clairement ici que les nitrures, donc, on dit qu'ils résistent mieux. Donc, le comportement parabolique, ça signifie qu'il y a une formation des couches protectrices, sauf donc, malheureusement, il ne peut pas rester longtemps, soit en fonction de la température, soit en fonction de temps. On le voit clairement sur la figure D. On a le gain de masse en fonction, donc, du flux d'azote. On voit clairement une structure métallique très élevée. Alors, dès qu'on forme les nitrures, on a ce gain de masse, il le fait. Mais la deuxième, plus qu'on augmente la température, plus ce gain de masse augmente. Ça veut dire si on continue le temps ou la température, on va conduire à l'oxydation totale de notre échantillon. Nous avons bien sûr étudié la cinétique de l'oxydation. On trace donc la constante Kp, la vitesse de l'oxydation, en faisant un fitting sur les courbes de gain de masse qu'on voyait. Et nous avons pris juste le morceau entre 250 et 1200 secondes. Pourquoi? Pour éviter le début de l'oxydation et la fin de l'oxydation. Et après, donc, nous avons tracé le Kp qu'on voyait juste à droite. Donc, la structure métallique montre quand même des valeurs élevées pour le Kp, ça signifie quand même qu'il s'oxyde facilement. Alors, les nitrures, on a des valeurs plus faibles et donc, qui confirment la résistance à l'oxydation pour ces alliages-là, surtout les nitrures. Mais on augmente la température, donc ceci conduit à l'augmentation de la constance Kp. Ça signifie aussi qu'on favorise plutôt l'oxydation totale de notre échantillon. Également, nous avons tracé donc l'énergie d'activation afin de comparer entre ces 5 films que nous avons élaborés. C'est pour cela que nous avons tracé donc le log de Kp, donc Kp égale K0 fois exponentielle de l'énergie moins l'énergie d'activation divisée par la constante RT. Donc nous avons tracé le log de Kp pour 3 différentes températures. Nous avons fait un fitting et ben, voilà la constante fois la pente. Donc ça donne l'énergie d'activation. Ce que vous regardez ici à droite et ce qu'on constate, on voit le seul film qui a été obtenu à 9%. Qui présente une énergie d'activation très élevée, ça veut dire qu'elle résiste mieux à l'oxydation par rapport aux autres films. Et c'est un film qui présente un bon compromis entre les propriétés mécaniques, comme si vous vous rappelez sur la dureté, c'est celui qui a été obtenu à 9% et aussi donc l'oxydation à haute température. Ici, à titre d'exemple, je vous présente ce qui se passe. Donc voilà, par une image, même nous l'avons réalisé donc juste pour un seul échantillon. Ces études-là, ils sont toujours en cours pour les deux compositions. C'est pour cela donc je présente juste quelques résultats et parfois je ne trouve pas les valeurs.
Donc, celui-là a été obtenu à 17%. Vous voyez, donc nous travaillons avec un film qui a une épaisseur de microns. Donc, c'est juste pour des raisons, pour avoir une belle image au niveau des mecs en les utilisant et en même temps pour éviter l'effet de la surface le moment où on va réaliser les mesures de la dureté. Vous voyez, après 1 heure, donc nous avons une formation d'une couche d'oxyde au-dessus. Heureusement, nous n'avons pas réussi à identifier chaque couche, mais nous soupçonnons qu'il y a une formation d'un oxyde mixte entre les 5 éléments. Mais par contre, ce qui est ici, la formation qu'on constate sur cette image-là, on a une formation d'une couche fracturée. Il y a trop de pores. Et finalement, si on augmente la température, on laisse longtemps, ça va conduire à la diffusion plus d'oxygène dans le film et ça va conduire à l'oxydation totale du film. Notre objectif, c'est carrément de trouver une solution pour améliorer donc la résistance à l'oxydation et à des températures très élevées. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé à la deuxième composition. On a vu dans la littérature, si on arrive à former l'alumine sur la couche superficielle de ces oxydes-là, c'est une couche dense et bloque la diffusion d'oxygène. On va dire, on va avoir une couche protectrice et après, on va augmenter la résistance à l'oxydation de notre film. Nous avons fait pratiquement la même étude pour la deuxième composition qui contient l'aluminium. Et ce que vous voyez ici, donc à gauche, on a le gain de masse. On voit clairement que la structure métallique ne résiste pas. On a l'augmentation ici après un plateau. Donc l'échantillon, il a été totalement oxydé. Donc toujours, on travaille pendant 1 heure à 800 degrés. Et concernant les nitreux, ce que vous voyez ici, on a 2 branches. Au début, ça commence parabolique et après, on voit qu'il y a une formation d'une couche d'oxyde protectrice, mais après, donc, on a des branches linéaires. Ça signifie que d'ici on augmente le temps, donc il y aura l'oxydation totale de notre échantillon, juste même pour les nitrures. Donc ici je présente les Kp, donc la constante ou la vitesse d'oxydation. On voit clairement que celle pour les nitrures, donc elle est plus basse par rapport à la structure métallique, mais cela ne signifie pas qu'on a une couche protectrice qui protège le film. Alors ce que nous avons fait, donc nous sommes intéressés par l'oxydation à haute température. Nous avons dopé cette composition par le silicium. Et vous voyez clairement, je présente en noir donc le gain de masse pour le nitrure qui a été obtenu à 10%. Et ici, le moment où on l'a dopé ce nitrure par le silicium avec une teneur faible, donc nous avons constaté quand même une amélioration pour la résistance à l'oxydation. Le gain de masse diminue. Dans la littérature, donc il y a quelques articles qui parlent de ça, donc la présence de silicium qui va conduire à la formation des nanocomposites, et ça bloque la diffusion de l'oxygène. Sauf qu'il ne faut pas dépasser 6%. Nous, par curiosité, on a échantillon, donc je ne vais pas aller le plus aussi. Donc, en conclusion, je vous ai présenté quelques résultats des alliages à haute entropie en couche mince que nous sommes en train de faire dans notre laboratoire. Donc, pour la première composition comme pour la deuxième, on voit donc une transition de la structure amorphe vers et la formation d'une structure cubique à face centrée. Donc, concernant la morphologie, on a la formation d'une structure pour l'alliage son azote. Alors, dès qu'on a l'azote, donc on voit une structure bien cristallisée et après donc apparaît sous forme de colonne. Et concernant les propriétés mécaniques, nous avons constaté que les échantillons qui sont obtenus à un pourcentage 10%, 9%, c'est pour la résistance à l'oxydation, autour de 800 degrés, on constatait que l'alliage qui sort du lot, c'est celui à 10%. C'est pour ça qu'on s'intéresse juste à ce type d'alliage-là, afin de les doper par le silicium. Et nous avons constaté, dès qu'on a une teneur donnée de silicium, nous avons bien amélioré la résistance à l'oxydation de ce type d'alliage. Donc, notre étude, prochainement, on va continuer à mieux comprendre donc, à l'échelle nanométrique ce qui se passe avec le silicium et on va aussi entamer d'autres études pour les triomes. Et aussi, donc, comme j'ai dit, donc, la collaboration avec CA. Donc là, j'ai parlé juste de la corrosion sec, mais aussi la corrosion humide, surtout donc la corrosion dans le pas des et c'est donc noir. Oui, pardon, excuse-moi, Mohamed. J'ai un souci, j'ai du mal